Les bénéfices des plantes de service sont bien connus des agriculteurs. Il s'agit d'espèces implantées avant, pendant ou après la culture de rente et qui ne seront pas commercialisées. Comme leur nom l'indique, leur intérêt réside dans le nombre de services écosystémiques qu'elles rendent à la parcelle. Selon les espèces choisies, les plantes de service permettent en effet d'entretenir la biodiversité de la parcelle ou encore d'améliorer la fertilité et la structure du sol, notamment en y capturant et restituant de l'azote. Mais les plantes de service peuvent-elles également contribuer à la protection des cultures vis-à-vis des bioagresseurs et plus précisément à la gestion des ravageurs? Sur ces essais menés par Arvalis Institut du Végétal, une technique utilisant les plantes de service est évaluée pour lutter contre les larves de taupin dangereuses pour les plantules de maïs. Donc, le taupin est un petit coléoptère dont la larve terricole vit entre 2 et 5 ans dans le sol. Le problème vient du fait que cette larve peut attaquer le maïs avec des dégâts parfois importants. Donc, la culture de maïs est particulièrement sensible au taupin de sa germination au stade 6-7 feuilles. C'est à ce stade plantule qu'il faut la protéger pour éviter des dégâts dans la culture. Arvalis travaille donc depuis des années sur une technique permettant de réduire le recours aux produits phytosanitaires en semant en même temps ou un jour avant le maïs des plantes compagnes, blé, maïs, pur ou en mélange, et orge. Le principe consiste à semer les grains de la plante compagne sous le lit de semence, de manière à ce que lorsque les taupins remontent après leur pause hivernale vers la surface, ils rencontrent d'abord ces graines en germination et en croissance. Ces petites graines émettent des composés organiques volatiles particulièrement attractifs pour les larves et elles viennent se fixer sur les plantules de céréales plutôt que sur la culture qui elle-même est semée dans les 3-4 cm de la surface. L'efficacité de cette technique des plantes APA a fait ses preuves, puisqu'on arrive en moyenne à des niveaux d'efficacité assez proches de ceux des traitements insecticides disponibles sur la culture du maïs. On est avec des techniques qui n'ont pas recours à l'utilisation d'insecticides et qui, pour une fois, présentent des niveaux d'efficacité particulièrement intéressants. Alors, toutefois, avec cette technique, il y a quelques précautions à prendre dans sa mise en œuvre, car un des risques majeurs, c'est d'avoir une compétition qui s'installe très vite entre la plante compagne et la culture. Il est très important d'effectuer le désherbage du maïs à 3 feuilles pour ne pas avoir un impact négatif sur la culture, puisque les appâts consomment aussi bien les éléments nécessaires pour leur croissance, mais aussi pour la croissance du maïs qui va être récolté. Sur cet essai, il y a différentes techniques de désherbage employées, du désherbage chimique classique, comme ferait un agriculteur conventionnel, du désherbage localisé sur le rang, puis rattrapé en binage mécanique, et une troisième modalité, ce sont du désherbage chimique sur le rang et désherbé tardivement avec une bineuse à 6 feuilles du maïs. Lorsqu'on procède au désherbage chimique, il n'est pas besoin d'augmenter les doses de désherbant. Ce qu'il faut, c'est passer tôt et on applique les produits que l'on a prévu de mettre sur la parcelle pour désherber classiquement la culture, en s'assurant toutefois que le spectre de ces produits soit antigraminé aussi pour pouvoir détruire la plante compagne, de même que les mauvaises herbes présentes sur la parcelle. L'autre solution consiste à faire du désherbage mécanique. C'est possible avec une bineuse, mais il faut que la plante APA soit localisée dans l'interrang, car on ne pourra pas aller chercher les plantes sur le rang. Donc cette technique est particulièrement adaptée aux personnes qui travaillent avec du désherbage mécanique et notamment en agriculture biologique. Nous avons testé plusieurs espèces de plantes compagnes, du blé, un mélange maïs-blé, de l'orge, de l'avoine. Finalement, cela laisse un choix assez important aux agriculteurs, sachant que les mélanges maïs-blé ont été ceux qui ont apporté les meilleures efficacités, ainsi que la plante compagne orge. Cette technique est opérationnelle, mais des travaux restent à effectuer pour déterminer les espèces les plus efficaces et améliorer les méthodes de destruction, notamment en agriculture biologique. Mais qu'en est-il de la gestion des adventices? Sur plusieurs essais, il a été remarqué que les couverts d'interculture pouvaient avoir un impact sur la gestion des adventices. S'ils ne réduisent pas ou peu leur nombre, ils en diminuent la biomasse de manière significative, rendant service à la culture suivante. Nous avons fait une synthèse de différentes données sur les couverts et les adventices. Et nous avons remarqué que les couverts d'interculture avaient un effet qui peut être très important sur la biomasse des adventices
plus le couvert aura une biomasse importante à sa destruction et plus cet effet est marqué. Donc ça, c'est un élément important de réussir son couvert végétal. Il y a d'autres paramètres qui sont avérés être importants. La vitesse de couverture du sol à des stades précoces. On a identifié que des espèces à couverture du sol rapide, comme de la moutarde, du sarrasin, du sorgho, avaient un meilleur effet à biomasse identique par rapport à des plantes qui couvrent le sol un peu moins vite. Et un troisième paramètre qui est ressorti, c'est la hauteur des plantes. On a identifié que les plantes à forte hauteur pouvaient avoir un effet supplémentaire, comme par exemple des moutardes ou du sorgho, qui peuvent atteindre 1 ou 2 mètres de haut et qui probablement vont plus priver de lumière des plantes que des couverts qui peuvent faire des belles biomasses mais qui seront beaucoup plus courts et créeront peut-être une pénombre moins importante. Alors, les mécanismes qui expliquent cet effet sur les adventices, c'est une compétition pour l'eau, pour l'azote et pour la lumière. Et on évoque également l'allélopathie avec des substances chimiques qui pourraient interférer entre le couvert et les adventices. Ce phénomène-là est moins connu, donc il y a un gros travail à faire, mais qui est assez complexe dans la mesure où tous les mécanismes de compétition interfèrent au même moment, dans les mêmes conditions, et c'est difficile de faire la part des choses au champ entre ces différents mécanismes. Le centre de compétences de la Confédération suisse dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire, appelé Agroscope, réalise d'ailleurs des essais pour étudier l'allélopathie et son effet sur les adventices. Alors nous nous sommes concentrés principalement sur le sarrasin et l'avoine rude comme culture intermédiaire et l'amarante comme adventice modèle. Alors la majorité de nos tests sont réalisés en laboratoire car il est très difficile de dissocier l'effet allélopathique de l'effet lié à des facteurs de compétition au champ. Toutefois, au champ, nous avons comparé la croissance de l'amarante dans différents couverts en modifiant par des filets la capacité de ce couvert à ombrer l'amarante réfléchie. Nous avons pu remarquer que la croissance de l'amarante réfléchie n'était pas forcément liée à la présence d'ombrage ni à la présence d'une forte biomasse de couvert dans certains cas, mais aussi liée à des facteurs qui étaient indépendants de ces deux facteurs de compétition et que nous avons supposé être plutôt des facteurs qui se passaient dans le sol, donc liés à des interactions racinaires. Une hypothèse qui semble se confirmer en laboratoire en comparant les exsudats racinaires de sarrasin ayant poussé en présence et en absence d'amarante réfléchie. Lorsque nous avons fait des biotests en laboratoire, nous avons remarqué que les exsudats de sarrasin qui provenaient d'une plante qui avait connu l'amarante auparavant avaient un effet inhibiteur plus important que les exsudats racinaires qui provenaient du sarrasin qui avait été cultivé seul. Et même le sarrasin qui avait été cultivé seul n'avait pas un effet inhibiteur sur la croissance racinaire de l'amarante. Et dans une deuxième étape, nous avons monté un projet qui est dans le but d'identifier quels seraient les composés importants dans l'inhibition de la croissance racinaire de l'amarante. Le but est finalement d'identifier des composés naturels qui pourraient avoir un effet inhibiteur sur la croissance d'adventices. Que retenir ? Par différents mécanismes, les plantes de service peuvent donc contribuer à la protection des cultures. Si des méthodes comme celle des plantes appâts contre les taupins sont opérationnelles et applicables, d'autres volets de recherche sont plus exploratoires, comme l'effet de l'allélopathie. Dans tous les cas, les plantes de service ne peuvent constituer le seul levier de protection des cultures et doivent s'intégrer dans une stratégie plus large. Mais dans le cadre d'une agriculture soumise à plus de contraintes réglementaires et utilisant de moins en moins de solutions conventionnelles, leur rôle dans la lutte contre les bioagresseurs reste une piste de recherche intéressante qui peut apporter des réponses aux agriculteurs.